Bonjour tout le monde. Dans le cadre de poursuivre notre programme de l'économie générale et statistique pour les premières années baccalauréat sciences économiques et gestion, donc on va poursuivre nos cours à distance. On a entamé la partie des utilisations du revenu. Donc on a fait la consommation, c'est la première utilisation du revenu, mais les ménages ne vont pas dépenser tout le revenu en achetant des biens de consommation. Donc, ils mettent aussi des sommes d'argent de côté pour réaliser certains objectifs. Mais les ménages ne sont pas les seuls agents économiques qui vont épargner. Donc, on va voir la notion de l'épargne, mais aussi les entreprises, l'État, etc., pour leur permettre le financement des investissements. Donc, l'épargne joue un rôle économique fondamental et c'est ce qu'on va voir dans ce cours. Donc, on va commencer par un document à lire pour déceler la définition de l'épargne. Au sens courant, épargner consiste à faire des économies, à mettre de l'argent de côté. En économie, l'épargne désigne la partie du revenu qui n'est pas consommée. Épargner consiste à renoncer à une consommation immédiate au profit des satisfactions futures liées à des investissements ou à des consommations. L'épargne se mesure comme un flux et non comme un stock. Chaque année sont comptabilisées les sommes épargnées et non le montant total des sommes épargnées à un moment donné. Aspect patrimonial. La fonction d'épargne est traditionnellement assurée par les ménages, mais les entreprises et les administrations peuvent également épargner. L'épargne nationale regroupe l'épargne des ménages, des entreprises et des administrations. Le taux d'épargne est le rapport entre l'épargne nationale et le PIB. Donc, ce document résume tout ce qu'on va voir dans ce cours. Donc, premièrement, il y en a la définition économique de l'épargne qui désigne la partie du revenu qui n'est pas consommée. Donc, pour définir l'épargne, c'est la partie du revenu qui n'est pas dédiée, qui n'est pas réservée à la consommation. Donc, j'ai un revenu, je vais consommer une partie et l'autre partie va être nommée l'épargne. Donc, je vais renoncer à une consommation immédiate. Je ne vais pas consommer maintenant, mais je vais consommer futurement sous forme d'investissement ou de consommation sur des biens durables. Puis, on a décelé que la fonction d'épargne n'est pas liée seulement au ménage, mais aussi elle concerne les entreprises et l'État. Donc, à partir de tout cela, on va définir l'épargne. Au sens courant, épargner consiste à mettre de l'argent de côté, à faire des économies, comme on a dit. En économie, l'épargne représente la partie du revenu disponible non consommée immédiatement pour une satisfaction future. Donc, c'est la définition de l'épargne comme on a décelé dans le document précédent. Comment se forme l'épargne? Donc, l'épargne, on a dit qu'il regroupe l'épargne des ménages, l'épargne des entreprises et l'épargne de l'État. Donc, c'est l'ensemble de l'épargne accumulée par une économie. Donc, on commence par l'épargne des ménages. L'épargne des ménages, c'est quoi? Elle correspond à la part de leur revenu qui n'est pas destinée à la consommation immédiate. L'épargne des ménages correspond alors à 3 éléments.
L'épargne des entrepreneurs individuels mesurée par leur investissement. Les achats de logements, des biens immobiliers, le remboursement des prêts immobiliers, l'épargne liquide, donc les billets, les pièces, les comptes d'épargne, etc., les placements financiers en actions, en obligations, etc. L'épargne des ménages se calcule comme suit. Donc, l'épargne des ménages est égale au revenu disponible. Donc, on a déjà vu la notion du revenu disponible dans les chapitres précédents, moins la consommation. Donc, je vais prendre mon revenu, je vais déduire ma consommation. Donc, c'est l'épargne qui me reste. On verra la propension moyenne à épargner. On a déjà vu la propension moyenne à consommer dans le chapitre de la consommation. Maintenant, on va voir celle qui correspond à l'épargne. Donc, la proportion moyenne à épargner exprime la part du revenu disponible qui est consacrée à l'épargne. Donc, il se calcule ainsi. Donc, la proportion moyenne à épargner, c'est quoi? Donc, c'est l'épargne sur le revenu disponible. Donc, ça mesure la part de l'épargne dans le revenu disponible. Donc, c'est la proportion moyenne à épargner. Maintenant, l'épargne des entreprises, c'est quoi? Donc, l'épargne brute des entreprises correspond à leur autofinancement. Donc, c'est la part de leur bénéfice net qui n'est pas distribuée aux actionnaires à laquelle s'ajoute l'amortissement, parce que l'amortissement, c'est une charge qui est non décaissable. Donc, vous allez voir cela en détail dans la comptabilité. Comment se calcule l'épargne des entreprises? Donc, l'épargne brute l'épargne brute des entreprises va être égale à l'autofinancement. En d'autres termes, l'épargne brute des entreprises est égale aux bénéfices non distribués plus les amortissements. Pour l'épargne des entreprises, on va aussi calculer la propension moyenne à épargner qui exprime la part de la valeur ajoutée qui est épargnée au sein de l'entreprise afin de financer une partie des dépenses d'investissement. Vous vous rappelez dans le cours de l'approche classique de l'entreprise, dans l'économie et organisation des entreprises, vous avez vu la notion de la valeur ajoutée. Vous avez vu la répartition de la valeur ajoutée sur l'ensemble des agents qui ont participé à la production de cette valeur ajoutée. Donc, et la part de l'entreprise de la valeur ajoutée s'appelle l'autofinancement. D'accord? Donc, la propension moyenne à épargner, donc, c'est combien représente l'autofinancement dans l'ensemble de la valeur ajoutée. Donc, la proportion moyenne à épargner va être égale à l'épargne brute sur la valeur ajoutée. Donc, c'est la part de l'épargne brute dans la valeur ajoutée. Donc, l'épargne brute, qu'on a dit qu'il s'agit de l'autofinancement, ce sont les bénéfices non distribués plus les amortissements. En ce qui concerne l'épargne de l'État est l'excédent des recettes publiques ordinaires. Donc, en d'autres termes, c'est l'ensemble des recettes ordinaires reçues par l'État, que ce soit fiscal, donc les revenus de l'État, fiscaux, donc les impôts directs ou bien les impôts indirects, ou les revenus non fiscaux. Donc, ce sont les
recettes non fiscales, par exemple le monopole, la privatisation, etc. Donc, vous allez voir cela en détail l'année prochaine, Inch'Allah. Sur les dépenses ordinaires, donc les dépenses de fonctionnement, donc l'État paye les fonctionnaires et paye un ensemble de charges pour fonctionner correctement. Donc, ce sont les dépenses de fonctionnement et les dépenses de la dette publique, donc les dépenses qui se réfèrent aux emprunts effectués par l'État. Comme j'ai dit, donc vous allez voir tout ça en détail l'année prochaine dans l'économie générale et statistique. Donc on parle du solde ordinaire positif. Donc c'est un excédent. Peut-être que ce solde est négatif, donc on parle alors de déficit ordinaire. Donc on a une insuffisance. Comment se calcule l'épargne de l'État? Donc c'est les recettes ordinaires moins les dépenses ordinaires. Donc, c'est une épargne de l'État. Donc, remarque, on va voir qu'il y a une différence entre l'épargne publique et l'épargne privée. Donc, l'épargne publique, c'est l'épargne réalisée par l'État. Et l'épargne privée, elle comprend l'épargne des ménages plus celle des entreprises, ainsi que toute association privée. Donc, ici, on distingue entre ces deux concepts. Donc, quels sont les motifs qui vont nous pousser à épargner? Les agents économiques sont conduits pour la plupart à renoncer à certaines consommations et à épargner une partie de leurs revenus. Ce comportement peut s'expliquer par différentes raisons. La première raison, la sécurité ou la précaution. La sécurité ou la précaution, l'épargne de sécurité ou de précaution est une épargne destinée à se couvrir contre les risques éventuels. Donc, je vais épargner pour me couvrir contre les risques qu'ils peuvent m'affecter dans le futur. Donc, peut-être une maladie, une perte d'emploi, etc. Donc, je vais m'épargner de ces risques par la constitution d'une épargne. La préparation de la retraite. Les ménages peuvent épargner pour leurs vieux jours, c'est-à-dire qu'ils épargnent durant leur vie active afin d'accumuler un patrimoine qu'ils consommeront durant leur retraite. Donc après, lorsqu'ils seront vieux et vieilles, donc ils vont accumuler une somme pour leur permettre de consommer confortablement. La spéculation, c'est une épargne effectuée pour acquérir des actions, de l'or, de logements, en espérant de les revendre à la hausse en obtenant une plus-value. Donc, je vais acheter de l'or, je vais acheter des actions en bourse, je vais acheter un logement en espérant pour le revendre lorsque leur prix va augmenter. Par exemple, lorsqu'il augmente. L'investissement, effectuer des achats importants dans le futur. Donc, je vais avoir l'ambition et la volonté d'épargner pour acheter des choses au futur, telles que l'achat des biens durables. Donc, je vais acheter, par exemple, une télévision que je veux, par exemple, avec des technologies nouvelles. Je vais acheter une voiture, je vais acheter un logement, je vais acheter quelque chose qui va durer. Donc, je vais épargner pour l'acheter, pour investir. Donc, l'épargne représente plusieurs formes. Donc, les sommes épargnées sont employées de différentes façons qui combinent dans des proportions variables les avantages de la liquidité, de la sécurité et de la rentabilité. Donc, on va distinguer entre deux formes, l'épargne financière et l'épargne non financière. Pour l'épargne financière, c'est une épargne liquide. Donc, ce sont des billets, des pièces, des comptes chèques, etc. Des placements financiers, dépôt dans une banque. Donc, je vais déposer mon argent dans la banque. Je vais déposer mon argent pour acheter des actions, pour acheter des obligations en bourse, etc.
et le remboursement des crédits. Donc, l'épargne financière peut être thésaurisée ou placée. Comment thésauriser? On parle de la thésaurisation. C'est l'épargne conservée sous forme de billets, de pièces, d'or, de pierres précieuses, etc., qui ne font pas l'objet d'un placement productif. Donc, ils sont retirés du circuit économique, donc ils dorment à la maison. Donc, ils sont épargnés du circuit économique et ils sont cachés à la maison, généralement. Et on a dit que l'épargne financière peut être aussi placée, donc l'épargne peut être placée sous forme d'un dépôt dans une banque. Je vais déposer mon argent dans une banque, je vais acheter d'obligations ou d'actions, etc. Donc, c'est-à-dire, je vais confier au système financier, moyennant une rémunération appelée intérêt, mon argent. Donc, ce type d'épargne permet de transférer vers les agents économiques ayant un besoin de financement les capacités de financement des épargnants. Et l'épargne l'épargne non financière, c'est un investissement immobilier dans l'immobilier ou bien l'acquisition des biens d'équipement ou autre. Donc, c'est un investissement qui n'est pas financier. Donc, ce n'est pas sous forme d'argent, mais c'est une forme d'acquisition d'un bien. Donc, on peut différencier également entre l'épargne volontaire. Donc, elle résulte de la volonté des individus. Donc, c'est une épargne libre. C'est le résultat de sa propre décision. L'épargne forcée. Donc, il est réalisé par un agent économique suite à la décision d'un autre agent économique. Par exemple, c'est un prélèvement obligatoire effectué par l'État. Ce sont des impôts, par exemple, indirects ou bien par des caisses de retraite, etc. Donc, l'épargne contractuelle, donc par la voie de l'assurance vie ou du plan de l'épargne logement. Donc, je vais contracter une assurance vie, je vais contracter un plan d'épargne logement, je vais contracter un plan d'épargne études, etc. Donc, avec un autre organisme. Les déterminants de l'épargne des ménages. Quels sont ces déterminants? Quels sont les éléments qui déterminent mon épargne? Donc, premier déterminant, c'est le revenu. Lorsque les ménages disposent de faibles revenus, il leur est difficile de se priver de certaines consommations. Pour ces ménages, la satisfaction des besoins primaires absorbe la quasi-totalité de leurs revenus. On parle dans ce cas de dépenses contraintes que l'on ne peut pas éviter. En revanche, pour les ménages les plus riches, la satisfaction de leurs besoins primaires, mais aussi leurs besoins secondaires, n'utilise pas la totalité de leurs revenus, ce qui leur permet d'épargner. Donc, plus le revenu augmente, plus le taux de l'épargne augmente. Et bien sûr, quand le revenu diminue, le ménage garde généralement le même niveau de consommation et l'épargne diminue. Le deuxième déterminant de l'épargne des ménages est l'âge. Donc, le taux d'épargne augmente avec l'âge pour trois raisons. D'une part, les ménages âgés disposent en général de revenus plus élevés que les jeunes ménages qui débutent dans leur carrière. D'autre part, les ménages âgés épargnent pour leur retraite future. Et enfin, les ménages âgés ont acheté l'essentiel des biens de consommation durable, les ameublements, la voiture, etc., alors que les jeunes ménages sont à leur premier équipement. Donc, ce qui veut dire que plus on est âgé, plus on va épargner. Et moins on est âgé, moins on va épargner.
Donc, puis on trouve l'inflation. En période de l'inflation, les ménages augmentent leur épargne pour conserver la valeur réelle de leur encaisse destinée aux transactions ultérieures qui se déprécient à cause de l'inflation. Donc, s'il y a une inflation, s'il y a une augmentation générale des prix des biens et services dans l'économie, donc on est découragé à acheter et on préfère épargner l'argent pour la dépenser ultérieurement. Le taux d'intérêt créditeur. Une hausse des taux des intérêts encourage le placement et donc l'épargne et inversement, elle le décourage. Donc, lorsqu'il y a un taux d'intérêt élevé, donc j'ai plus intérêt à consommer, mais je vais placer mon argent et donc épargner. Et inversement, lorsque le taux d'intérêt, comme j'ai dit, est faible, donc j'ai intérêt plus à consommer que d'épargner. L'investissement. Donc, quand un ménage achète ou construit un logement, il diminue sa consommation. Il augmente donc son épargne. Et le crédit à la consommation, quand le crédit à la consommation est attractif, la consommation augmente au détriment de l'épargne et vice-versa. Lorsque le crédit de consommation n'est plus attractif, donc il est cher, donc je vais préférer épargner que de consommer. Donc, à partir de tout cela, donc on va jeter un coup d'œil sur l'épargne et la théorie économique. On va voir ce que les classiques ont dit et ce que les keynésiens ont annoncé. Donc, pour les classiques, pour les auteurs classiques, l'épargne dépend du taux d'intérêt. Elle reflète donc essentiellement un comportement de placement financier. Le taux d'intérêt arbitre entre la consommation présente et l'épargne qui représente des consommations futures. Donc, le taux d'intérêt qui joue un rôle très essentiel de déterminer est-ce qu'on va épargner ou consommer. Pour Keynes, pour les keynésiens, les agents cherchent d'abord à satisfaire leurs besoins de consommation présente. S'il reste quelque chose par rapport aux revenus qu'ils ont effectivement perçus, donc cela constitue une épargne. Donc je vais consommer, je vais satisfaire tous mes besoins et après, s'il reste quelque chose, je vais les épargner. Donc c'est l'approche keynésienne. Et on a terminé notre cours de l'épargne. Je vous donne rendez-vous dans un prochain cours. Merci et à bientôt.